bien entendu, je ne suis pas toute seule. Je suis accompagnée de Dr Adjé. Bonjour docteur. Bonjour Madame Fofana. Je suis Elo Jadji, médecin généraliste, et je suis très heureux de pouvoir ce matin apporter ma petite contribution à cette initiative que je salue au passage, que vous avez initiée afin de sensibiliser les internautes qui nous suivent. D'accord. Merci d'avoir accepté notre invitation également. Donc, l'entretien va se passer en deux phases. Donc, la première sera constituée d'une série de questions qu'on va bien entendu poser à Dr Adjé de sorte à avoir plus d'informations sur ce cancer-là. Et on aura une seconde phase pendant laquelle on pourra poser les questions des internautes. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Nous sommes actuellement en direct sur Facebook, LinkedIn et YouTube. Donc, voilà. Alors, je commence par une question assez simple. C'est quoi le cancer de la prostate? C'est la question de tous les jours, à chaque fois qu'on parle du cancer, relativement à un organe, on commence par c'est quoi le cancer? Alors, dans ce thème, c'est quoi le cancer de la prostate? Il y a d'abord la définition qu'on pourrait éventuellement donner au cancer, globalement, l'image qu'on en fait, et puis l'organe lui-même, la prostate. D'entrée de jeu, je souhaiterais préciser que la prostate, ce n'est pas une maladie, c'est un organe. Hein, et le cancer, globalement, défini, c'est une prolification, donc une multiplication de cellules anormales de façon anarchique au niveau de l'organisme, dont le but essentiel, c'est de quitter une position locale pour aller se localiser ailleurs. Donc, je souhaiterais qu'on retienne ce but-là. C'est là qu'on parle généralement de métastase. Donc, c'est vrai que ces cellules échappent au contrôle de l'organisme. Elles se multiplient à une vitesse exponentielle. Elles ne meurent pas comme il se devrait, hein, à la différence des autres cellules. Et elles échappent au contrôle de l'organisme, comme j'ai dit. Et leur but essentiel, c'est qu'à un certain moment, elles puissent quitter la première localisation. Donc, ça peut être le sein, c'est la définition globale, hein, du cancer. Ça peut être le sein, ça peut être le foie, pour aller ailleurs, puisqu'elles deviennent un peu comme rebelles, indépendantes. Hein. La prostate, quant à elle, j'ai dit d'entrée de jeu, c'est un organe typiquement masculin. Hein, qui est donc, il n'y a pas de prostate chez les femmes. C'est un organe typiquement masculin qu'on trouve juste en dessous de la vessie. Hein, donc, c'est ce pot-là, en griffe, qui contient les urines, juste en dessous de la vessie et juste devant le rectum. Retenez que c'est juste devant le rectum parce que, après, on va en parler. J'espère que tout le monde sait c'est quoi le rectum. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est juste devant le rectum. Voilà. D'accord, d'accord. Merci. Du coup, comment est-ce que les premiers symptômes se manifestent? Déjà, il faut savoir qu'avec le cancer de la prostate, il n'y a pas une chronologie de symptômes. Quelqu'un peut avoir un cancer de la prostate et puis il n'y a pas de signe du tout. Ça, il faut le retenir. C'est-à-dire qu'il ne fait pas la maladie. Il n'y a aucun signe. Il vit avec son cancer, peinard, tranquille. C'est généralement dans le cas du cancer qu'on va dénommer cancer non dangereux de la prostate parce qu'il y a plusieurs types de cancers aussi au niveau de la prostate. Donc, il y a un cancer qu'on dirait dangereux parce qu'il est beaucoup plus agressif. Donc, il évolue quand même. Hein. Globalement, un cancer de la prostate évolue super lentement. C'est pour ça qu'on ne sent pas les signes, il n'y a pas vraiment de symptômes. Ouais. Mais dans le cas où il est agressif, hein, où on parle d'évolution rapide, ce n'est pas par comparaison aux autres cancers, mais c'est juste par exemple à la propre lenteur de développement du cancer de la prostate. Donc, il y a globalement, le cancer il est super lent, mais il y a un cas, le cas où il n'y a vraiment pas de symptômes, ce sont des cas où on dit cancer non dangereux, la personne vit. On surveille juste ce cancer-là jusqu'au bout. Et puis, dans le cas où c'est vraiment agressif, on va se dire il n'y a pas qu'on découvre, on découvre pas les symptômes vraiment avant le cancer. C'est pendant. Il faut qu'on soit vraiment situé. Parce qu'il y a d'autres maladies où il y a des prodromes, il y a des signes alarmants avant. Non, c'est vraiment pendant, hein, dans l'évolution de la maladie que ces signes-là commencent à apparaître. Alors, quels sont ces signes, par exemple dans cette évolution de maladie, il y a des signes typiquement urologiques. Donc, relatifs à l'appareil urinaire lui-même. Donc, vous allez remarquer que, par exemple, un patient va dire qu'il se lève beaucoup. Ce ne sont pas des signes pathognomoniques. C'est-à-dire, ce n'est pas spécifique. Alarmant, en fait. Non, non, non. Ce n'est pas vraiment spécifique au cancer. D'accord. Ce sont des signes qu'on peut trouver dans un adénome, donc une autre maladie qui concerne. Mais ce sont des signes qu'on retrouve aussi, par exemple,
dans le cancer de la prostate. Donc, ces signes urinaires-là, un patient peut se dire qu'il il se lève plusieurs fois la nuit hein, pour aller uriner. Puis il est 3, 4 fois, 5 fois durant la même nuit pour aller uriner. Un patient peut vous dire, par exemple, qu'il a du mal à uriner. C'est-à-dire qu'il pousse avant que les urines commencent à sortir. Ouais, il pousse un peu trop longtemps. Il peut aussi vous dire, par exemple, que quand il va uriner, il sent que sa vessie n'est pas vraiment vide. Il sent que ce n'est pas vraiment vide. Il peut aussi vous dire qu'il a mal, il a des douleurs au moment qu'il va uriner. Et puis, il y a d'autres signes, par exemple, l'impuissance sexuelle qui peut survenir vraiment dans une large évolution de la maladie. En dehors de ça, le patient, on peut trouver, par exemple, du sang dans ses urines, ce qu'on appelle l'hématurie. On peut aussi trouver du sang dans son éjaculation. Quand dans son sperme, il y a du sang. Hein? Donc, il y a ces signes-là. Et en dehors, par exemple, de ces quelques signes, on peut avoir des signes qu'on trouve dans presque tous les cancers. Donc, une douleur, une pesanteur au niveau des... Il dit qu'il va sentir que son bassin, c'est comme s'il y avait quelque chose. Donc, c'est un peu lourd, tout ça. Et voilà, globalement, des signes. Et beaucoup plus loin, quand je parlais, par exemple, de d'autres localisations du cancer du sein, j'ai dit, dans ma définition, que le but du cancer, ce qui est le plus effrayant, par exemple, c'est que, en fait, dans la rébellion de ces cellules, dont la survenue dépend de beaucoup de facteurs. C'est pour ça qu'on ne parle pas vraiment dans le cancer de cause, on parle plutôt de facteurs de risque. Vous voyez, on parle plutôt des facteurs de risque. Donc, leur objectif, c'est qu'après cette multiplication, elles aient colonisé d'autres secteurs de l'organisme, d'autres organes. Donc, il peut arriver qu'elles soient, par exemple, aller coloniser les os. Elles sont vraiment ostéophiles, c'est ce qu'elles aiment. Donc, vous pouvez voir qu'un patient vraiment âgé a une fracture au niveau des vertèbres, une fracture qui survient comme ça, ou bien au niveau des os longs, donc du fémur. Donc, c'est au découp, par exemple, il vient pour une fracture, et vous faites les bilans, les analyses, et puis c'est au découp de tout ça que on peut finir par constater que, par exemple, lui, il a un cancer de la prostate, mais auquel on n'a pas vraiment prêté attention. Donc, on est déjà dans le cas grave du cancer de la prostate. Donc, il y a pas mal de signes, mais je veux qu'on retienne juste 2 trucs. C'est que quand les signes, dans le cas du cancer de la prostate, comment ça se manifeste, c'est que le cancer, il est déjà là. La maladie est déjà là. Donc, c'est son évolution qui induit un certain nombre de signes. Aussi, autre chose qu'il faut retenir, c'est que vous pouvez avoir un cancer de la prostate et il n'y a pas de signe. Il n'y a pas de signe. C'est-à-dire que vous vous rendez à l'hôpital comme ça, juste pour aller faire des bilans. Et petite chose aussi à préciser, c'est que je n'ai pas dit vraiment la maladie des vieux, mais c'est la maladie des vieux jeunes. Ça va être 50 ans, généralement. Donc, à partir de 50 ans, vous allez pour faire un bilan de santé, comme tout le monde, vous arrivez là. Et pour vous, vous n'êtes pas malade, hein, donc quelqu'un de vraiment prévenant sur la santé, vous arrivez et on peut doser, donc vous faites un prélèvement sanguin et vous dit que, attention, il y a telle anomalie. Et puis, quand on pousse l'examen, on finit par constater qu'effectivement, chez vous, vous avez un cancer du sein. Donc, c'est ce qu'on appelle chez nous une découverte fortuite. On n'est pas vraiment venu pour ça, mais au dépôt, on a découvert que vous aviez un cancer. Voilà. Justement, on a sans doute anticipé un peu sur la question du diagnostic, en fait. Donc, in fine, il n'y a pas de signe, en fait. On va se dire que dans la majeure partie des cas, il n'y a pas de signe. Maintenant, dans les cas atypiques où, par exemple, la maladie est un peu agressive, où elle évolue rapidement, ce sont les quelques signes que j'ai cités. Donc, des signes urologiques et puis des signes de localisation, en dehors même de l'organe, la prostate, qui peuvent survenir. Il faut savoir aussi que, de façon générale, pour avoir un amaigrissement, comme dans tous les cancers, puisque le cancer évolue naturellement, vous avez une altération de l'état général, c'est le terme qu'on emploie pour parler de votre amaigrissement, vous êtes un peu plus fatigué, tout ça. Voilà. Est-ce qu'il y a différentes étapes donc, qui peuvent, on va dire, alerter? Est-ce que ces différents signaux-là, il y a une certaine chronologie en fait C'est ce que je dis, globalement, non. Globalement, non. Il n'y a pas vraiment une chronologie. Tout dépend même d'ailleurs même de la localisation sur le petit organe dont on dit là, la forme d'une poire. Tout dépend encore de la localisation de ces cellules anormales là sur l'organe en question. Généralement, la plupart des cancers sur développement
elle se fait en périphérie. Il y a une partie de la prostate qu'on appelle la zone périphérique de la prostate. 70% des cancers de la prostate se développent là-bas. Et quand c'est comme ça, généralement, dans cette zone-là, les signes n'apparaissent vraiment pas. Mais il y a d'autres localisations, il y a la zone un peu centrale, où, puisqu'elle est plus rapprochée, par exemple, de l'urètre, hein, donc il peut avoir, quand je vous parle d'incontinence, c'est juste parce que finalement, en fait, l'organe atteint commence à boucher un peu. Hein, il commence à fermer que tous ces signes-là, mais ce n'est pas dans tous les cas. Donc, vous pouvez avoir un cancer totalement silencieux avec lesquels vous vivez. Donc, on va juste les classer pour les stadifier. Quelqu'un peut avoir un cancer grave, hein? Et puis un cancer, je ne vais pas dire gentil, mais un cancer qui n'est pas vraiment agressif. Voilà, qui n'est pas agressif. Voilà. Et pour les tests de dépistage, comment est-ce que ça fonctionne? D'accord. Il faut savoir que, par exemple, dans le cas du cancer de la prostate, il n'y a pas de dépistage systématique. Il n'y a pas de dépistage systématique. Déjà, on a parlé de l'âge qui est un facteur. Hein? Vous n'allez pas vous présenter à vos 26 ans pour dire, ah docteur, j'ai l'impression que je pourrais que j'ai un cancer de la prostate. On va naturellement vous prendre au sérieux en vous posant un certain nombre de questions. Parce que l'âge compte vraiment. Ce qu'on a remarqué le plus généralement, c'est que c'est plus les sujets de plus de 50 ans que ça survient. Si ça survient avant, on dit que c'est vraiment précoce, c'est vraiment très rare. C'est vraiment très rare. Donc, lequel test on initie qu'une personne, par exemple, qui a des facteurs de risque du cancer. Donc, il y a l'âge, il y a l'alimentation et j'en passe. Il y a plein, forcément, on vous interroge. Donc, quand on se rend compte que vous avez quelques facteurs de risque, le test généralement qu'on fait, c'est le test du PSA. C'est l'antigène spécifique de la prostate. Et si son taux est élevé, hein, c'est-à-dire supérieur dans notre jargon à 4 nanogrammes par millilitre, c'est là qu'on commence à suspecter. Donc, c'est juste un test d'orientation. Parce que ce n'est pas toute augmentation de cet antigène au niveau du sang qui signifie que vous avez systématiquement un cancer de la prostate. Donc, quand on le fait, généralement, on l'associe automatiquement à un toucher rectal. Donc, le toucher rectal, ce n'est pas très agréable, mais on l'associe au toucher rectal pour voir, en fait, finalement, puisqu'il y a des déformations au niveau de la prostate, quand vous avez un cancer de la prostate, si effectivement on retrouve ces lésions-là au toucher rectal. Une fois que ces deux trucs mis ensemble, c'est confirmé, il faut préciser aussi qu'on ne les associe pas forcément. Si votre taux de PSA est très élevé, hein, on peut systématiquement décider d'aller faire une biopsie sous radiocontrôle. Donc, on va faire c'est seulement l'examen d'anapath, d'anapath qui permet, donc on va se dire des analyses poussées. On vient en fait on vient vous faire un prélèvement au niveau de l'organe, hein, c'est-à-dire qu'on vous prend quelques cellules là, en plusieurs quantités là au niveau de l'organe, qu'on va faire analyser pour voir si ces cellules ont la forme du cancer. Donc ils vont stadifier et tout ça. Ce n'est qu'au décours de cet examen-là qu'on peut dire si vous avez un cancer de la prostate ou pas. C'est délicat. Donc c'est vraiment dépendant du médecin. On ne va pas se dire que comme dans le cancer du sang, tu as vraiment des trucs à faire parce que c'est un organe déjà qui est interne. Exactement. Voilà. On n'a jamais vu quelqu'un aller se faire lui-même un check-up, excusez-moi le terme, pour chercher à savoir si sa prostate avait une déformation. Non, c'est généralement et toujours assisté par le médecin. C'est lui qui va voir, puisque c'est lui qui connaît typiquement la forme, les anomalies qu'on peut retrouver au niveau. Mais même quand il retrouve ces anomalies, ça ne veut pas systématiquement dire. Il faut forcément faire l'examen en appareil. Hein. D'accord. Et parlons de mode de vie et d'alimentation. Comment est-ce que ça impacte positivement ou négativement sur une exposition au cancer de la prostate? D'accord. Chez nous, on parle par exemple des facteurs de risque. L'alimentation compte pour beaucoup. Parce que si concrètement, on vient vous dire pourquoi telle population est plus à même de faire un cancer que l'autre, hein, il n'y a pas de cause, comme on le dit là. Il n'y a pas de cause. On ne soupçonne que des choses. Et dans le cas échéant, l'alimentation en fait partie. Par exemple, on a remarqué que chez des patients qui mangent, qui consomment vraiment gras, trop sucré, comme dans d'autres cancers, hein,
ils sont plus susceptibles de faire un cancer de la prostate dans leur vieillissement. Donc, en prenant de l'âge, ils sont plus susceptibles, eux, de faire un cancer de la prostate. Il faut rappeler aussi que, par exemple, le cancer de la prostate est hormonodépendant. Ici, c'est la testostérone qui est accusée. Si on veut juste brosser sur le mécanisme qui explique ça, il faut savoir que tout ce qui est comme les hormones, généralement, leur fabrication, c'est au décoût de la graisse. Donc, si vous avez trop de ces hormones-là, qui, eux, quand ils sont vraiment super présents chez vous, dans le cas des cancers vraiment agressifs, favorisent le développement rapide du cancer, naturellement. Naturellement, ça va de soi. Si vous commencez, ça va aller beaucoup plus vite. Donc, manger trop gras, la viande trop graisseuse, la viande rouge trop graisseuse, il faut faire attention. À côté de cela, on se dit aussi éventuellement que pour les personnes qui ne peuvent pas, parce que c'est bien évident, finalement, qu'est-ce qu'on mange? Le sport est aussi une recommandation. Donc, l'alimentation, il faut juste retenir que le trop de graisse favorise le développement du cancer du sein. Donc, nous expose plus à faire éventuellement dans notre vieillesse un cancer de la prostate. D'accord. Donc j'imagine que vous êtes régulièrement exposé à des patients atteints de cancer de la prostate. Comment est-ce qu'ils vivent cette maladie? Quels sont les défis auxquels ils sont exposés? D'accord. Il faut savoir que déjà, cancer, malheureusement, sous nos contrées, ça rime avec mort d'homme. C'est qu'on t'a annoncé juste ton décès avant l'heure. Donc, c'est vraiment très difficile et compliqué pour la plupart des patients qui la prennent. Mais il faut de constater que la plupart des gens n'ont pas vraiment assez d'informations sur la pathologie en question jusqu'à ce qu'on leur explique. Ce qui est le plus compliqué, c'est d'expliquer par exemple à quelqu'un qui se sentait par exemple super bien, qui venait juste faire un bilan de santé, qu'on vient de découvrir un cancer chez toi, alors qu'il voit qu'il va bien, il vit très bien. Donc là, la personne est complètement abattue. Il s'agit de quoi? Il faut vraiment faire un bon suivi avec ce genre de personnes. Généralement, on les réfère à des oncologues, un peu psychologues aussi, qui sauront leur expliquer au mieux. Déjà, il y aura l'étape de l'acceptation de la maladie. Et je dis, et je précise que ce n'est pas dans tous les cas de cancer de la prostate qu'on fait un traitement. Donc, un patient, par exemple, qui vient vous voir, qui a, je ne sais pas moi, 70 ans, ou bien même 65 ans, qui n'a pas un cancer agressif, nous, on ne fait qu'observer. Les gens ne font que de l'observation. Pour éventuellement, en fait, ne pas tomber sur, après, un cas de développement du cancer de prostate agressif, beaucoup plus agressif. Donc, ça se joue juste à ça. Donc, vous pouvez avoir le cancer de la prostate, mais dans le cas où on est dans un cancer non agressif, nous, on ne fait que de l'observation. Donc, tout ça, il faut l'expliquer. Et aussi, le traitement, on l'explique, il faut préparer le patient. Si éventuellement, il est dans un cas de cancer agressif, à quoi il faut s'attendre après, si on doit lui faire une opération, à quoi il faut s'attendre. Et aussi, si c'est juste pour faire une hormonothérapie, donc un suivi, c'est ce que l'on appelle des soins d'accompagnement pour que le cancer finalement qui est agressif n'atteigne pas des proportions trop exagérées qui vont trop vite raccourcir la vie du patient ou bien même ne crée pas d'autres localisations. Parce que je vous ai dit que le but finalement de ces cellules qui sont entrées dans la rébellion, c'est d'aller d'aller se promener ailleurs. Donc tout le traitement, même quand il est palliatif, c'est pour prévenir ce genre de choses. Donc les métastases, tout ce qui peut s'en suivre. Voilà. D'accord. Donc soit c'est un cancer qui n'est pas agressif, on observe, soit on a un cancer agressif, soit on fait, dans ce cas-là, on a deux options, opération, ou bien, j'ai carrément oublié le mot sur l'hormonothérapie, ce sont les deux options. Voilà. Mais cette prise de décision n'est pas est vraiment c'est vraiment du domaine du spécialiste et c'est lié à l'âge. C'est lié aux objectifs de vie. Hein? Vous pouvez avoir un patient qui vous dit que oui, j'ai compris tout ce que vous avez dit, vous m'avez suivi psychologiquement, je comprends qu'il y a peut-être des effets secondaires, par exemple, à une ablation totale de la prostate, mais je préfère ça parce que. Peut-être parce qu'il est trop jeune. Non, on le découvre à 45 ans. Vous dites que ça évolue super lentement, mais lui s'est dit que dans 15 ans,
on risque de, par exemple, tomber sur quelque chose de plus grave. Donc, c'est quand on explique tous les contours, tout l'enjeu, et c'est patient dépendant. Donc, ça dépend vraiment de quel type de patient on a en face de nous. Qu'on prend la décision idoine, la meilleure, pour pouvoir en fait prendre en charge finalement ce patient. On peut même trouver, par exemple, un cancer en griffe agressif, hein, qu'on va chercher, par exemple, à opérer chez le jeune patient. Et chez un patient pas mal âgé, on se dirait que même dans cette agressivité du cancer, il peut encore vivre 5 ans, 10 ans. Donc il a déjà 90 ans. Pas qu'on veut le conduire plus vite à la tombe, mais l'espérance de vie est de combien? Donc, avec les effets secondaires et un traitement radical, on préfère dire à ce patient-là, par exemple, c'est pas la peine. Même dans le cadre d'un cancer agressif. Donc, ça dépend vraiment, c'est au cas par cas. Je préfère qu'on retienne ça comme ça. D'accord. Je pense qu'on a abordé un peu tout ce qui est conséquences en psychologique et tout. Donc, du coup, je passe sur cette question. Quel conseil vous pourrez donner en fait à des hommes pour maintenir une santé optimale, de sorte à ne pas exposer en fait à ce cancer? D'accord. Là, on va vraiment aborder, par exemple, les facteurs de risque. La dernière fois, on en parlait un peu sur le cancer du sein. Il y a des facteurs de risque sur lesquels on peut jouer, D'accord. mais il y a des facteurs de risque sur lesquels on peut pas jouer. Hmm? Donc, facteurs de risque sur lesquels on peut jouer, sur lesquels auxquels on peut rien changer, par exemple l'âge. Bon, je connais personne qui décide de rajeunir, d'avoir, en plus il évolue à un âge beaucoup plus bas. Donc là, par exemple, vous ne pouvez rien faire. On ne pouvait vraiment rien faire. Mais il y a, par exemple, d'autres facteurs de risque sur lesquels on peut jouer. C'est vraiment sur ceux-là qu'il faut beaucoup plus s'appesantir. On a parlé tout à l'heure de l'alimentation. Mais il y a aussi des facteurs environnementaux. On ne cessera jamais d'en parler. Ici, je veux juste évoquer la notion du tabagisme et de tout ce qui rentre dans le cadre. Donc, de tout ce qui est trop une exposition à la fumée. Donc, à ces éléments cancérigènes. C'est ça. Voilà. Donc, il faut faire beaucoup plus attention. Aussi, on recommande que, par exemple, les gens fassent plus de sport. Le problème, le gros problème, par exemple, chez la plupart des gens, c'est pas que, déjà, il y a l'exposition à tous les éléments cancérigènes, mais aussi le fait qu'on a l'impression que par rapport à leur train de vie, ils stockent ça en eux-mêmes. Je m'explique. C'est-à-dire que, par exemple, quand quelqu'un déjà qui sait qu'il est vraiment exposé à des radicaux libres, des éléments cancérigènes, décide de surcroît d'être sédentaire, donc il ne bouge pas beaucoup, il ne fait pas de sport, on se dit qu'il complète, hein. Il n'est pas vraiment, voilà, il favorise, il n'est pas vraiment prudent. Donc la prudence, ça serait par exemple de se mettre aux activités sportives, hein, de faire vraiment du sport, de la marche. Ça ne coûte pas grand-chose, même si vous êtes dans une entreprise et que vous avez un véhicule. De temps en temps, aller au supermarché sans son véhicule, c'est pas mauvais. Donc, favoriser la marche, trouver quelques initiatives pour rester dans le sport et avoir une alimentation saine et équilibrée. Pas d'excès. Pas d'excès. Parce que même l'alcool en excès, ça favorise aussi plusieurs cancers, j'en passe. Et aussi, j'aimerais aussi évoquer, si vous permettez, un autre facteur sur lequel on ne peut pas jouer, l'hérédité. D'accord. L'hérédité. Je ne dis pas qu'on transmet systématiquement à toute sa descendance le cancer de la prostate, non. Mais je dis que si par exemple vous êtes jeune et que vous avez constaté que vous avez une mère qui a eu un cancer du sang, ou bien vous avez une jeune sœur qui a eu un cancer du sein, vous par exemple, on dit que vous avez 20% de chance en surplus de faire un cancer de la prostate. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous par exemple, quand vous commencez à atteindre l'âge de 50 ans ou de 45 ans, vous partez voir un médecin qui commence à vous suivre. On va doser le PSA pour voir éventuellement si il n'y a pas déjà des traces ou bien si le taux ne commence pas à s'élever. Donc, c'est de prendre ces précautions-là déjà quand on sait que dans notre famille ou bien même quand vous avez un parent qui a eu un cancer de l'ovaire. Tous les petits cancers qui sont hormonodépendants aussi, chez vous, c'est de faire vraiment beaucoup plus attention comme ça. Voilà, globalement. Oui, effectivement. Du coup, sur les stratégies pour, on va dire, améliorer la qualité de vie pendant le traitement, c'est quasiment les mêmes que celles à suivre, en fait, de sorte à éviter
ce cancer-là? Oui, faut juste préciser que, par exemple, durant le traitement, il y a vraiment un accompagnement un peu psychologique. De toutes les manières, vous êtes avec un spécialiste qui saura vous conseiller déjà les choses à éviter, les choses à ne plus faire. Mais je crois que là où il y a vraiment carte à jouer, c'est sur le plan psychologique. Déjà comprendre que c'est pas un cancer comme on coterait les autres cancers où, par exemple, certains sont systématiquement super agressifs. Je disais qu'il peut passer sous silence. Donc, quand on l'annonce, il ne faudrait pas que la famille ou les attitudes même des amis viennent en fait vous porter au drame psychologique. Là, vous êtes alarmé, vous avez trop peur. Ça fait effet placebo. Vous allez vous-même vous conduire à la tombe avant l'heure. C'est de garder son calme. Déjà, on est d'un certain âge, donc on se dit que la sagesse s'accompagne, mais les vieux aussi, souvent délaissés hein, par moment, et se disant que comme on n'est pas loin de la fin, une maladie de ce genre, c'est tout. Donc, il y a tout un accompagnement psychologique à faire. Et même la famille devrait pouvoir, en fait, je n'ai pas dit banaliser dans le sens de ne pas vouloir porter le traitement, mais vivre avec la personne comme si, en fait, il n'y avait rien. Vivre, on donne ces conseils-là, hein, même à la femme, tout ça. Aussi, c'est vrai qu'à à ces âges-là, on peut, par exemple, trouver chez un patient, comme je l'ai évoqué initialement, qu'il y a des problèmes érectiles. Et là, c'est là qu'on donne beaucoup de conseils parce que ici, problème érectile, ça reste pas vraiment, ça a un impact sur toute la famille, mais c'est de faire comprendre, hein, de faire accepter ça aussi, faire comprendre aux patients. Et même si un patient de 70 ans, je dis n'importe quoi, un problème érectile ou son traitement, les effets secondaires de son traitement font qu'on va déboucher sur un problème érectile. Quand on pèse le pour et le contre, si tu as déjà fait tous tes enfants, bon, après, hein, ça dépend du patient toujours, mais je vais dire, nous, on pèse toujours le pour et le contre parce qu'après, il y a toute une rééducation à faire. Parce on peut même, par exemple, se porter au traitement et puis après, tu as de l'incontinence. C'est-à-dire que tu retournes à ton état de bébé. Les bébés, ils urinent sur eux, donc on porte la couche, il y a beaucoup de petites choses. Donc, tout ça, on explique dans l'accompagnement psychologique pour que la personne sache. Mais c'est de la même manière que chez les enfants, ça finit par disparaître. Chez cette personne également, si elle est généralement très jeune, suivie, jeune, et donc il y a une activité sexuelle hein, qui est en cours là, elle a une rééducation et puis après, tout rentre dans l'ordre. Tout rentre dans l'ordre. D'accord. Donc là, c'est vrai qu'on est en novembre, on en parle assez et tout, mais c'est quand même un sujet assez important qui devrait quand même faire partie intégrante de notre quotidien, comme vous l'avez dit, de sorte à, on va dire, à sensibiliser et s'assurer que les personnes n'ont pas forcément la mauvaise image de ce cancer-là. Donc, comment est-ce que vous pensez qu'on pourrait encourager la sensibilisation et l'engagement sur ce sujet? D'accord. Que je fasse juste un parallèle. Ce que les Américains qui ont fait des études sur le cancer de la prostate chez des personnes âgées de plus de 80 ans, voire 90 ans ont constaté, c'est que 100% des gens décédés avaient un cancer de la prostate. Tous les hommes. Okay. Vous comprenez que par exemple, il y a le docteur Gernob, le professeur Gernob qui disait par exemple que à un certain moment, l'image qu'on a du cancer de la prostate, c'est une maladie dégénérative. Donc, c'est comme vieillir, avoir les cheveux blancs chez les hommes. Vous comprenez, non? Mais c'est seulement que ça commence à dégrader un peu la santé. Donc, ça arrive presque à la majorité des hommes. Surtout qu'ils prennent de l'âge. Donc, plus vous avez une longue espérance de vie, plus vous êtes susceptible de faire un cancer de la prostate. Du coup, ça devrait être l'engagement de tous les gens. Même chercher à prendre information sur cette maladie, à avoir toutes les informations, tous les contours sur le sujet, ça serait bien. Donc c'est pour ça que je salue cette initiative, que d'informer les gens. Donc ce n'est pas que l'affaire des autres, le cancer de la prostate. C'est notre affaire à tous. Donc dès 50 ans, ce n'est pas qu'il faut vivre dans la frayeur, mais il faut se dire que si j'ai une prostate, donc ça ne concerne pas les femmes, je peux éventuellement avoir un cancer de la prostate. Du coup, j'en fais mon affaire. J'en fais mon affaire. Le petit hic, c'est que comme les gens se disent qu'on l'a vraiment un peu vieux,
Donc, ça passe en sourdine. Mais je crois que, exactement comme je vois le sujet de la mort, tout le monde finit par passer par là. Quand on sait qu'on finit forcément par passer par là, les gens font quoi? Ils préparent un testament pour leurs enfants. On ne sait pas comment on part. De la même manière, sur le sujet du cancer de la prostate, comme on sait qu'on est vraiment presque tous exposés. Et je précise que les Noirs sont plus exposés au cancer de la prostate. Oui, car c'est un trait génétique. Quand tu es noir, tu es plus susceptible de faire un cancer de la prostate et d'en mourir. Parce que le problème avec, par exemple, les noirs, c'est que on fait partie de cette race-là qui ne va à l'hôpital que quand les choses sont graves. Donc, on n'est pas vraiment dans la prévention. Du coup, on le découvre vraiment tardivement. Aussi, on peut en vouloir aux gens, il y a beaucoup de paramètres. Quand on a du mal à joindre les deux bouts, hein, qu'on se réveille chaque matin et qu'on se porte bien, on rend grâce à Dieu. On se dit tout va bien, alors que tu peux avoir un cancer de la prostate, initialement non agressif. Donc toi, tu vis avec ça, mais tu ne sais pas. Donc, mais qui, sur le long terme, plus tu vas prendre de l'âge, tu vas commencer à peut-être être agressif. Donc on découvre ça tellement tardivement que voilà. Donc tout le monde doit en faire son affaire, puisqu'on est tous susceptibles, plus on va prendre l'âge, en tout cas pour les personnes qui veulent vivre longtemps, de faire un cancer de la prostate. Du coup, la sensibilisation devrait être de tout le monde, l'affaire de tout le monde. On pense généralement, en Afrique encore, on pense généralement soin de ses parents. Mais quand on se rend compte, papa, on fait ton 57e anniversaire, mais est-ce que tu as fait un bilan de santé? Parce que j'ai appris dernièrement, par exemple, que tu es susceptible de faire un cancer de la prostate. Donc, ça coûte rien d'aller faire un bilan de santé pour qu'on vérifie. Si tout va bien, c'est bon, on est tous contents. Mais si déjà on le découvre assez tôt, on saura prendre les dispositions idoines en fait pour pouvoir le gérer au mieux. Et on va peut-être pas tomber sur la plus grande catastrophe, les métastases. Où là en fait, techniquement, on ne peut plus rien faire. Il y a d'autres localisations de la maladie, c'est déjà trop prononcé. Donc, le petit cancer, je l'appelle petit juste parce que c'est l'organe, il est tout petit, qui avait commencé au niveau de la prostate. Finalement, il décide d'aller se localiser au niveau des os. Et ça me crée tout un tas de problèmes. Donc, le vieil homme qui déjà était susceptible de faire des fractures plus facilement parce qu'il y a une déminéralisation des os là, est encore 2 fois plus susceptible de faire une fracture juste parce qu'il y avait un cancer de la prostate qui était caché en dessous. Voilà. D'accord. En termes de récidive, est-ce que malgré un traitement réussi, est-ce qu'on peut avoir un cas de récidive? Oui. La réponse est tout simplement oui. Ça rentre dans le cadre du possible. Et il y a des cas de récidive. Surtout en fait surtout quand on est arrivé à faire un checking et on n'a pas peut-être remarqué qu'il y avait déjà des métastases. C'est pour ça que par exemple quand on découvre un cancer de la prostate et que même on veut l'opérer, donc on enlève totalement. C'est vrai que ça a bougé. On enlève totalement parce qu'on a peur que, en ne prélevant que la partie malade, il y ait un développement ailleurs. Et que ça puisse créer d'autres métastases. Donc, on peut éventuellement vous enlever la prostate, après étude, tout ça. Mais, comme je l'ai dit là, s'il y avait des métastases ou des choses comme ça peut résister. Mais c'est quand, par exemple, on a coupé juste une partie de l'organe, quand on a enlevé. Partie de l'organe. Voilà. Donc, la réponse est, ça reste dans le cas du possible. On peut faire une récidive. D'accord. Oui, je pense qu'on a appris énormément ce matin sur le cancer de la prostate. Du coup, est-ce que vous avez un mot de fin à nous dire et tout? Qu'est-ce qu'on retient de tout ça en résumé? D'accord. Avoir un cancer de la prostate, ce n'est pas une fatalité. La maladie, généralement, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elle passe tellement sous silence que la meilleure manière de prévenir ça, c'est que quand on remarque les facteurs de risque qu'on a énumérés un peu pêle-mêle durant cet échange, quand on les remarque, déjà l'âge principalement, le fait qu'on appartienne à une race qu'on soit noir, donc on est plus susceptible de le faire à un certain âge, on aille faire le dépistage. La précision que j'ai faite aussi sur ce dépistage, c'est que c'est pas parce qu'on vous annonce que vous avez un taux de PSA, l'antigène
spécifique de prostatique que forcément c'est un cancer. Ça peut être un adénome. Ça peut être un adénome. Donc on ne s'alarme pas là. C'est seulement au décours de la biopsie, ponction biopsique et l'analyse anatomopathologique, on pourra dire, confirmer chez vous que vous avez un cancer de la prostate. Aussi, vous pouvez avoir même les signes que j'ai cités. Et puis, ça peut ne pas être le cancer de la prostate. Parce que ces signes-là, je dis qu'ils n'étaient pas pathognomoniques, ils n'étaient pas forts, ils n'étaient pas typiquement liés au cancer de la prostate. Donc, d'autres maladies, on les retrouve. Mais quand vous les avez, néanmoins, rendez-vous à l'hôpital, auprès d'un spécialiste pour avoir son avis, pour qu'au décours d'examen, on vous dise clairement ce que vous avez. Dernière chose à retenir, c'est que c'est l'affaire de tous, parce que tant que vous avez une prostate, vous êtes susceptible d'avoir un cancer de la prostate, plus vous prenez de l'âge, et surtout si vous êtes noir. Et chez ceux qui ont remarqué, par exemple, qu'il y avait dans leur famille des notions de cancer, sachez que vous, vous êtes plus exposé que les autres. Donc, il faut prendre beaucoup plus de dispositions dès votre jeune âge, par exemple, à avoir une bonne hygiène de vie, à avoir de bonnes habitudes alimentaires. Tout ça, ça permettra, vu que même quand vous êtes susceptible, je ne suis pas sûr, que vous fassiez attendre de prévenir un certain nombre de choses, donc de limiter votre exposition à faire un cancer de la prostate. D'accord. D'accord, du coup, on va passer à la deuxième phase. On a quelques questions auxquelles vous allez répondre. Donc, la première, je lis, j'ai eu une information d'un aîné médecin. Après avoir fait ses enfants, on a la possibilité de retirer la prostate. Donc, je suppose qu'il peut confirmer en fait si c'est vrai ou faux. Oui, c'est vrai. Vous pouvez retirer votre prostate, mais à quelle fin? C'est quoi le but? Puisqu'on vous dit par exemple que des gens jusqu'à 70 ans ou bien à 65 ans, c'est là que la maladie commence à se mettre à s'installer et qui peut vivre même 20 ans, 30 ans avec cette maladie et puis il n'y a rien. Donc, il y a des gens qui sont dans l'extrémisme. Il n'y a pas de problème. Vous enlevez pour ne pas bien sûr tomber. Mais en même temps, étant donné que c'est une partie de l'organe reproducteur, il y a les conséquences qui s'en suivent. C'est pour ça qu'il parle de faire ses enfants avant. Mais en même temps, il y a une portée même sur votre sexualité. Donc, si vous êtes prêt à vivre avec ces conséquences, tranquillement, vous voyez un spécialiste. J'ai situé ça dans le cadre de l'esthétique. Vous enlevez votre truc tranquille. Vous êtes en paix, mais on pèse le tout pour et le contre à chaque fois. Donc, si une femme se dit qu'elle est plus susceptible de faire un cancer du sein, donc pour prendre ses diffusions, elle va enlever comme Angelina Jolie, ça, selon ses moyens, c'est sa prévention à elle. Mais oui, c'est possible. Après avoir fait vos enfants, vous avez 50 ans, vous n'avez pas envie de faire, vous avez une peur bleue du cancer de la prostate, vous voyez un spécialiste, vous entendez. Il va vous expliquer tous les contours, vous acceptez avec là. Et puis, on le fait. D'accord. Alors, une deuxième question. Y a-t-il des changements de mode de vie spécifiques recommandés après le traitement? Je pense qu'on a abordé un peu, peut-être vous allez réagir. Oui, il y a toute une rééducation en fait. Parce que comme toute opération qu'on fait, vous êtes un peu longtemps alité. J'ai parlé tout à l'heure d'incontinence. Donc, il va falloir même faire une rééducation comme chez les enfants. Retiens pour ne pas pisser. Il y a tout ça. Mais juste après le traitement, il y a le suivi là. Cette rééducation, cette réadaptation de votre mode de vue. Donc, vous allez porter un peu la couche pendant 2 à 6 mois. Après, quand ça a vraiment bien fonctionné, parce que ça peut ne pas bien fonctionner. Quand ça a vraiment bien fonctionné, vous revenez à un mode de vie normal. Cependant, vous n'êtes plus fertile. Ça, il faudrait qu'on soit clair. Parce que la prostate joue un rôle majeur dans la réalité de la fertilité. Voilà. D'accord. Du coup, une autre question. À quelle fréquence les hommes devraient-ils subir des examens de dépistage du cancer de la prostate? Et à quel âge devraient-ils commencer? Déjà l'âge. On a dit que généralement, c'est après 50 ans. Après 50 ans, ou bien pour les plus prévenants, à partir de 45 ans, allez-y voir. On va pas vous refuser le test de la PSA, naturellement. Mais c'est généralement après 50 ans qu'on commence à faire ces contrôles-là.
Il n'y a pas une fréquence spécifique. Je crois que la fréquence sera déterminée par le dosage et le taux qu'on aura vu. Et puis, tous les facteurs de risque sur lesquels on va vous interroger. Donc, on ne va pas se dire qu'après 50 ans, par exemple, chaque 2 mois, chaque 3 mois, vous pouvez aller, par exemple, après vos 50 ans, on voit qu'il n'y a rien. On voit qu'il n'y a rien. On va vous recommander peut-être de venir dans 2 ou 5 ans pour refaire encore une analyse. Pourquoi? Parce que je tiens à préciser que c'est globalement un cancer qui évolue très lentement. Voilà, il ne se compare qu'à lui-même, même quand on parle du volet où il est agressif. Voilà. D'accord. Une autre question. Existe-t-il des facteurs génétiques liés au cancer de la prostate? Oui, on a parlé de l'hérédité tout à l'heure. Il y a une modification au niveau du gène de BRCA. Je vous passe la définition de ce gène-là. On a remarqué que c'est la même modification qui cause, par exemple, plus facilement le cancer du sang. Quand on remarque une modification, une mutation de ce gène-là chez la femme, elle est plus exposée à faire un cancer du sein. Pareillement, chez l'homme, quand on le remarque, on dit que ce dernier-là est plus exposé à faire un cancer du sang. La chose que j'ai fait remarquer ici, c'est que cette modification génétique-là, dans la vie de tous les jours, chez qui on la trouve? On la trouve chez des parents, chez une mère ou une soeur qui a déjà fait, par exemple, un cancer du sang. Vous voyez? On la trouve chez une mère, chez une soeur qui a déjà fait un cancer de l'ovaire. On trouve cette modification également génétique dans la majeure partie des cas chez un père qui a déjà fait un cancer de la prostate ou un frère également. Donc c'est là. Mais il faut comprendre aussi que en fait, tout cancer, tout survenir de cette anomalie d'un contrôle cellulaire, de multiplication de façon anarchique et incontrôlée des cellules découle généralement de l'atteinte du génome. C'est-à-dire qu'il y a eu des erreurs dans la fabrication et une cellule est née avec cette malformation en griffe génétique. Donc, ce problème génétique-là, et qui c'est sur le long terme finalement qu'on a cette réalité du cancer globalement. Donc, c'est pour ça qu'on dit que le cancer en lui-même est multifactoriel. Il est complexe en fait à expliquer. Donc, on ne parle plus de cause, on parle de facteurs. Facteurs de risque qui font qu'on est plus exposé ou on est plus susceptible de faire un cancer. D'accord, d'accord. Une prochaine question. Pouvez-vous expliquer les facteurs de risque associés au cancer de la prostate? Je pense que ça, on en avait parlé. Oui, on en a parlé globalement. J'ai parlé de l'âge. J'ai parlé au niveau de l'hérédité. Donc, j'ai dit que quand vous avez un parent du premier ou du deuxième degré, vous êtes plus susceptible de faire un cancer. Il y a l'origine ethnique ou l'origine raciale. Quand vous êtes noir, dans notre cas ici, vous êtes plus susceptible de faire un cancer du sang. De la prostate, excusez-moi. Et même d'en mourir. Alors, il paraît, d'après des études, c'est vrai qu'on est plus susceptible d'en faire. C'est vrai que, par exemple, les proportions étudiées de cancer au niveau des États-Unis, chez les Noirs aussi, c'est beaucoup plus élevé que chez nous. Mais on se rend compte que chez nous ici, dans cette zone ouest africaine, là, principalement même ici en Côte d'Ivoire, les gens sont plus susceptibles de mourir d'un cancer de la prostate parce que les découvertes se font tardivement. Voilà. Et en dehors de ça, j'ai parlé des facteurs sur lesquels on peut jouer, donc l'alimentation. Le trop gras, c'est pas bon, le trop sucré, c'est pas bon. J'ai parlé de quelques facteurs environnementaux, notamment le tabagisme globalement. Il y a le tabagisme actif, il y a le tabagisme passif. Je parle même de toutes les fumées industrielles qui pourraient être cancérigènes, des produits cancérigènes qui nous exposent et qui nous donnent, par exemple, d'être plus susceptibles de faire un cancer de la prostate. Mais c'est vraiment quelque chose qui survient après 50 ans, je le précise. Voilà, généralement. D'accord. Une autre question. Comment sensibiliser davantage au dépistage précoce du cancer de la prostate et encourager les hommes à prendre leur santé en main? Comment sensibiliser davantage? Est-ce qu'on pourra faire mieux que de dédier un mois
mhm, à la sensibilisation sur le cancer de la prostate, donc des maladies typiquement liées à la prostate. Parce qu'on pourra faire mieux. Le truc, c'est que chacun se sente un peu responsable à son niveau. Hein. Chacun se sente vraiment responsable, hein, de pouvoir véhiculer cette information-là, en parler autour de soi. Déjà, quand on constate que quelqu'un commence à avoir un âge avancé, lui parler de ça, lui dire que c'est vrai qu'on te voit, tu es vigoureux, tu es bien, hein, mais je connais par exemple un cancer qui peut passer en sourdine. C'est-à-dire que tu peux l'avoir, mais tu n'en sais rien du tout. C'est vrai qu'on peut vivre avec, mais mieux vaut être informé qu'on l'a pour avoir une surveillance déjà beaucoup plus rigoureuse. Donc chacun doit se faire en fait communicateur sur le sujet, en parler parce que tout le monde, tous ceux qui ont une prostate, sont susceptibles de faire un cancer de la prostate. Donc il y a déjà un mois dédié, c'est vraiment salutaire. Et il y a, dans le cadre où on est, hein, des banques déjà qui font des sensibilisations, des associations, des groupes qui en parlent. Il faut s'approcher, il faut aller au contact de l'information concernant le cancer de la prostate. Et puis vous pouvez aller voir notamment les spécialistes qui sont mieux à même de vous expliquer tous les contours de la maladie. Et puis peut-être pour des gens qui ont envie de pousser le bouchon un peu plus loin, allez rencontrer des gens qui ont un cancer de la prostate pour qu'ils vous parlent de l'incidence. Avoir même un témoignage de ce genre, ça réveille les gens. Il y a une maladie qui est là, il faut juste faire attention. Surtout qu'on parle de plus de 80% des hommes, plus ils vont prendre l'âge, sont susceptibles de l'avoir. Voilà. En effet. D'accord, je passe à la question suivante. Quels sont les défis les plus importants auxquels sont confrontés les patients atteints de cancer de la prostate aujourd'hui? Les défis les plus importants. Je crois que personnellement, c'est ce que je pense, hein, ça sera plutôt au niveau de l'acceptation, comme tous les cancers. Tout se joue là en fait. Vous savez que par exemple, sur nos contrées, les gens sont pas mal croyants. Hein, sont pas mal croyants. Déjà, il y a l'acceptation de la maladie, mais quand on l'a acceptée, est-ce qu'on est prêt à suivre le traitement? Est-ce qu'on est prêt à en fait obéir aux recommandations du médecin? Strictement. Strictement en fait. Est-ce qu'on est prêt à s'auto-conditionner, par exemple, à avoir un mode de vie nouveau, adapté à la nouvelle réalité dans laquelle on est? Donc, c'est ça les plus grands défis. Une fois qu'on trouve une personne qui a compris tout ça et qui l'accepte, hein, une personne vraiment réceptive, hein, à tout ce qu'on lui donne comme conseil, et ben, la personne vit beaucoup plus facilement, soit avec son traitement ou bien même avec la maladie qu'on surveille, quand ce n'est pas un cancer vraiment agressif. Hein. Voilà, globalement. D'accord, d'accord. Du coup, il nous reste deux questions. Y a-t-il des recommandations spécifiques pour les hommes ayant des antécédents familiaux de cancer de la prostate? La seule recommandation, c'est, monsieur, faites plus attention. Faites plus attention. Hein. Quand vous le savez déjà, c'est que ça vous concerne plus que les autres. Donc, je n'ai pas fait un classement. Mais je dis que si on devait faire un classement, vous êtes les premiers, en fait, de la classe, de ceux qui sont susceptibles, hein, pour plaisanter. Hein. On va se dire que vous êtes en griffe, c'est de la malchance. C'est de la malchance. Vous n'en êtes pas responsable. C'est quelque chose qui vous tombe dessus, comme une pluie, quoi. Hein. On ne décide pas de quand ça vient tout juste et puis on trouve l'adaptation. Donc vous, par exemple, quand vous savez que vous êtes plus susceptible de faire un cancer de la prostate, déjà à vos 50 ans, ou bien même à 45 ans, commencez déjà à aller voir hein, un médecin spécialiste, les urologues, hein, un cancérologue, pour qu'il vous donne les conseils qu'il faut. Vous pourriez déjà faire un bilan de santé, hein, peut-être chaque année, pour voir à votre niveau quelle est l'évolution, hein, au niveau de test de PSA, quelle est l'évolution là-bas. Et voilà, ils vont même vous faire peut-être le toucher rectal pour voir s'il n'y a pas des anomalies au niveau de la prostate. Donc, c'est ça la principale recommandation. Donc, c'est médecin indépendant. S'il y avait d'autres moyens, on vous aurait dit restez à la maison, faites ceci. Mais vraiment, au niveau de la personne elle-même, c'est tout ce qu'on a dit. L'alimentation, le sport, hein, une bonne hygiène de vie. Mais en dehors de ça, c'est plus avec le spécialiste. D'accord. Donc, notre dernière question. Y a-t-il des initiatives spécifiques ou des programmes de soutien destinés aux patients atteints de cancer de la prostate? Déjà, il y a des associations
Il y a des associations qu'on connaît. Hein, quand vous allez voir les spécialistes, il y a l'association de gestion de tous ceux qui sont atteints du cancer. En neurologie, il y a une spécificité quand vous arrivez dans le suivi. On vous met au contact de personnes déjà qui par exemple, ont déjà fait un cancer. Des personnes qui aussi hein, ont guéri de leur cancer. Donc, ceux qui ont enlevé leur mode de vie, leur temps de vie. Donc, ces personnes, par exemple, sauront dans un premier temps au mieux vous conseiller. Hein, dans la prise de décision aussi, elles vont vous orienter. Mais la prise de décision, elle est dépendante non seulement de vous, mais du médecin aussi. Et en termes de moyens, c'est toujours la sensibilisation. Oui. La sensibilisation, on n'en finit pas. Sur Internet, la sensibilisation, aujourd'hui encore, là où on est, la sensibilisation. Donc, les gens débouchent des moyens pour sensibiliser la population, pour dire, ah tiens, attention, il y a telle ou telle pathologie qui, quand on ne suit pas bien, hein, pourrait créer beaucoup d'autres difficultés. Hein, avoir une fracture au découp de métastases, les douleurs qui s'ensuivent, ça fait peine à vivre, hein, c'est compliqué. Donc, le découvrir beaucoup plus tôt nous permet d'améliorer au mieux la qualité de vie que vous avez, hein, de vous soutenir et tout ça. D'accord, d'accord. Je pense qu'on a tous appris énormément ce matin. Donc, je tiens déjà à vous remercier pour toutes ces informations que vous nous avez partagées. Et j'espère que toutes les personnes qui ont suivi ont pu avoir des réponses assez explicites à leurs questions. Donc, voilà, on est à la fin de notre webinaire. On est également au dernier jour du mois de novembre, donc novembre bleu. Certes, ce mois de sensibilisation, il prend fin, mais ça doit être une sensibilisation continue. Donc, comme on va s'assurer de suivre vos conseils et recommandations. Donc, merci beaucoup à tout le monde et je vous souhaite une excellente journée. Bonne journée.